Alors, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum. Ça faisait longtemps, trop longtemps, parce que vous le savez, Chris est hyper occupé. Il nous calcule plus trop, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, il fait quand même l'effort parce que oui, monsieur est en direct de la Pologne pour le KSW. Il a remis le bleu de chauffe, il a remis son costume, tel Batman en pré-retraite qui se dit, bon, bah là, faut remettre de l'ordre oh, dans Gotham City. Là, wow. il se dit, là, il se dit, il y a une belle option pour la catégorie lightweight du KSW, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait, tout à fait. Ouais, je suis de retour pour Corner, un athlète, Donovan, qu'on ne voit pas, mais Qu'on voit toujours pas, ouais. Qu'on voit toujours qu'on pas. voit toujours pas, même si je me bouge. Bien. Alors, on va parler de deux grosses actus. Donc, déjà, on va parler du combat de Josh Emmett, Calvin Kattar, parce que si vous voulez de la violence, si vous voulez du chaos, vous allez être servi à l'UFC Austin. Ça promet, c'est peut-être pas les noms les plus connus du roster UFC, ni les noms les plus connus du roster Featherweight, mais c'est un combat, je vous le conseille très, très, très chaudement. Et puis, on va commencer par la news. Et quelle news, messieurs? Jessica Andrade contre Manon Fiorot pour l'UFC Paris. Kathleen Chookagian Pardon. Kathleen Chookagian est... Kathleen Chookagian est forfait pour l'UFC Paris. Finalement, elle est remplacée par Jessica Andrade. Ça s'annonce un petit peu plus chaud sur le papier pour Manon Fiorot. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Du coup, Chris, le Manon Fiorot, Jessica Andrade, toi, qu'en penses-tu? Bon, alors, ce serait une analyse rapide, parce que moi, je préfère quand j'ai le temps de faire mes recherches et de revoir toutes les vidéos récentes, des combats récents. De prime abord, je pense que c'est un plus gros challenge d'un point de vue style, parce que ça devrait sortir Manon un peu de sa zone de confort, dans le sens où Manon est quelqu'un de très réfléchi, qui aime bien gérer le rythme du combat, qui aime bien gérer la distance, qui aime bien prendre le centre et qui aime surtout avoir de l'espace pour s'exprimer. Et là, elle va faire face à Jessica Andrade, qui est un vrai bulldozer dès la première seconde du combat, qui laisse personne s'installer vraiment dans le combat. Et donc, voilà, ça va être très intéressant parce qu'on va voir comment elle va se déplacer, comment elle va faire en sorte de toujours avoir de l'espace derrière elle et comment elle va adapter son volume par rapport à quelqu'un qui est toujours à distance de frapper, mais du coup de se faire frapper aussi. Donc, c'est, ça peut très bien partir comme une masterclass, comme une très très belle gestion de la pression ou, comme on dit en anglais, elle pick apart, donc elle travaille de l'extérieur et elle l'impose en volume, elle touche sans se faire toucher en gros, comme ça veut partir sur une guerre dans laquelle elle voudrait pas être. Et donc on a vraiment un challenge. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ce combat plaira d'office plus aux fans internationaux que Manon contre Chookagian, où la plupart des gens s'attendaient à une décision avec faible volume et potentiellement une split, puisque Chookagian aime beaucoup les split decisions. Ouais. Entièrement d'accord, Chris. Big Rusty. Non, bah c'est clair, ça va être de toute façon probablement plus spectaculaire. Et c'est vrai que même si tu disais en off juste avant, Chris, que c'est pas parce que c'est Jessica Andrade néanmoins qu'on va en apprendre forcément plus sur Manon Fiorot, parce que c'est vrai que bah, Chookagian, elle apportait des compétences qui étaient peut-être plus complètes que celles de Jessica Andrade, qui est plus dangereuse certes, mais ça n'empêche que. C'est vrai que ben, pour moi, je me dis que forcément le camp de Jessica Andrade aura pour but premier d'essayer de nullifier ou en tout cas de contrer tout ce qui est arme longue distance effectivement de Manon Fiorot. Donc ils auront probablement énormément taffé sur comment contrer les sidekicks, comment contrer les coups de pied long et même les rushs de Manon Fiorot. Donc c'est clair que ça va être intéressant de voir comment est-ce que Manon, qui Aldric Cassata dans le corner, le saura aussi, quelle est la menace. La menace, bah, évidemment, c'est lorsque c'est en combat approché. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est que les deux savent où exactement elles ne veulent pas être l'une et l'autre, et du coup, ça risque de rendre le combat intéressant. Mais voilà, ouais, comme disait Chris, effectivement, c'est pas pour autant, si jamais c'est une masterclass de Manon, qu'on en saura beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle est quand même très particulière, Jessica Andrade. Par contre, on saura qu'elle peut
sans prendre à des talents ultra dangereux, sans scier, ce qui est quand même un gros plus à avoir dans le bagage, quoi. Oui, c'est ça. Pardon, Guillaume, vas-y. Non, vas-y, pas de souci. J'allais juste dire qu'effectivement, ça va répondre à pas mal de questions quant à la gestion d'agressivité. Mais par contre, je trouvais que effectivement, le profil de Chukagian ressemble plus. Alors, c'est deux profils complètement différents entre Valentina Shevchenko et Chukagian. Mais par rapport aux réponses qu'on cherche par rapport à un éventuel title fight, Andrade aura moins de similitudes, on va dire, par rapport au profil que représentait Chukagian. Mais voilà, effectivement, Manon a jamais rencontré quelqu'un de l'agressivité et du niveau de Andrade, donc ça va aussi nous montrer pas mal de choses de son arsenal, notamment sur les déplacements défensifs. Et ben voilà, réponse le 3 septembre pour Manon Fiorot. Et puis en cas de victoire, là, on croise tous les doigts déjà pour la victoire. Et puis ensuite pour le title shot qui l'attendrait, on l'espère, face à Valentina Shevchenko. Messieurs, on va passer au main event de l'UFC Austin, Josh Emmett contre Calvin Kattar. Josh Emmett, c'est assez marrant sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il y a eu cette terrible blessure, où il avait été, le terrible KO qui s'était pris contre Jeremy Stephens. Mais c'est vrai que je trouve que c'est la première fois où il a un petit peu, tu vois, l'occasion de passer un petit peu, il est sous les radars là et d'être sur les radars grâce à ce main event. Et ça fait trop longtemps, je trouve, qu'il est un petit peu mis de côté par l'UFC. Alors que depuis, à mon sens, depuis le KO qu'il a mis contre Ricardo Lamas, tout le monde sait que c'est un mec qui est très très sérieux pour cette catégorie. Ça doit faire quoi? Ça fait 6 ans qu'il a mis ce KO là, non? Ça fait un petit temps en tout cas. Donc très très bizarre pour Josh Emmett. Et là, ce qui est d'autant plus bizarre, je trouve que cette catégorie featherweight, on en parle souvent, mais c'est très bizarre la manière qu'a l'UFC de gérer cette catégorie, parce qu'on a un Calvin Kattar qui était passé d'adversaire où il y avait une petite montée graduelle, à direct on lui file Max Holloway qui est quand même ultra hardcore. Ensuite il revient face à Giga Chikadze où bon là on a quelqu'un qui était en train de monter, mais qui était bien moins classé que lui. Et là, il va refaire du surplace avec Josh Emmett, qui est pourtant un adversaire hyper dangereux. Et du côté de Josh Emmett, qui a tout le temps attendu ce combat-là qui va lui permettre peut-être de monter aussi dans cette catégorie-là, c'est finalement aussi du surplace en termes de ranking. Très, très bizarre. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que Josh Emmett n'est pas spécialement promu par l'UFC. J'ai l'impression qu'il y a même des gens qui n'ont pas regardé son dernier combat contre Dan Ige, qui était pourtant très chouette. Et effectivement, un peu comme Arnold Allen, c'est totalement comparable. C'est quelqu'un, on sait que c'est un danger pour la division, mais il n'est pas mis en avant. Et c'est vrai que j'ai vu des stats récemment. L'UFC, le nombre de main events en poids lourd par rapport au nombre de main events en bantamweight et en featherweight, c'est abusé la différence. Alors qu'au final, mais j'ai l'impression, en tout cas, que les fans européens préfèrent largement les divisions comme featherweight, bantamweight, lightweight que heavyweight. Mais c'est pas encore l'esprit américain, et je pense que ça justifie le fait que on a des Jairzinho Rozenstruik et des Alexander Volkov qui sont beaucoup plus mis en avant que des Josh Emmett et Calvin Kattar, alors que d'un point de vue compétence, moi, je préfère largement aller regarder Josh Emmett et Calvin Kattar. Après, ce qui n'aide pas Josh Emmett, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas spécialement une personnalité marquée. C'est quelqu'un de très neutre dans ses interviews. Et comme tu l'as dit, Guillaume, il est très souvent blessé récemment. Ça ne l'aide pas à monter dans le classement parce qu'au final, le classement, un des critères, c'est l'activité. Et donc, à chaque fois qu'il monte un peu, son inactivité le fait redescendre à son classement avant le combat. Donc, ça ne l'aide pas à monter. Et pour Calvin Kattar, je pense que ce qui ne l'aide pas, c'est ses 3 défaites. Il a perdu contre Moicano, il a perdu contre Magomed Sharipov, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs, officiellement apparemment. Et contre Max Holloway, il a vraiment pris un masterclass. Donc, c'est aussi difficile de le voir quand tu as 3 défaites dans une division et pas spécialement contre 3 champions ou futurs champions. Bah oui, l'UFC veut te reconstruire progressivement. Donc, je trouve pas que ça manque de sens. Je pense simplement que ce combat va faire du surplace au vainqueur, mais ça va quand même le faire rentrer dans les discussions de OK, son prochain combat pourrait être significatif par rapport au titre. Ouais, et puis pour Zirust. Moi, non, j'allais juste dire effectivement que c'est vrai que même par rapport aux fans, c'est clair que comme l'UFC aussi, pour organiser les combats, pour mettre un petit peu le doigt dans l'eau, voir à quelle température c'est, il se base sur ce que les fans pensent des fighters aussi, sur les mois qu'il peut susciter ou sur les réseaux sociaux, la puissance médiatique. Et c'est vrai que le fait qu'il soit blessé et qu'il ne combatte pas, donc ce qui impacte son ranking, ça impacte aussi le fait que les gens le voient beaucoup moins. Si les gens le voient beaucoup moins et qu'en plus il n'a pas une personnalité qui marque, c'est clair que tu as beau faire des très beaux combats quand tu combats, en fait, les gens t'oublient de toute façon inévitablement, quoi.
Et là, et ce qui est très important, c'est que le combat va se dérouler à Austin devant du public. Et c'est pas pour rien, à mon avis, que l'UFC a prévu ce combat-là en main event parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très, très grand. Nous aussi. Et je pense que Josh Emmett, ça va. Enfin, beaucoup de personnes vont le découvrir avec ce combat-là. Chris, à quoi peut-on s'attendre avec ce choc? Alors moi j'aime bien ce combat parce qu'on est sur deux volumes et deux distances complètement différentes. Donc d'un côté on a, alors j'ai commencé par peut-être le point commun entre les deux. Ces deux athlètes qui ont une bonne lutte, mais qui la gardent vraiment dans leur poche arrière pendant tout le combat et qui vont l'utiliser en absolument en dernier recours dans un combat. Donc on devrait s'attendre à un combat debout. La grosse différence entre les deux, c'est que Kelvin Kattar, il a besoin de commencer ses enchaînements à distance de kick, même s'il favorise largement l'anglaise et les coups de coude, il a une capacité à casser la distance en envoyant des feintes, en feintant et en trouvant son chemin vers une distance qui le convient. Et il anticipe un peu, il dit, OK, je vais avancer pour mon anglaise ou je vais avancer pour mes coups de coude. On l'a très bien vu contre Jeremy Stephens. Par contre, il a un volume de jeu et une intensité telle que, comme on l'a déjà dit souvent pour ce type de combattant, il encaisse beaucoup. Contre Jeremy Stephens, il encaisse plus que ce qu'il frappe. Et il y a beaucoup de combats comme ça. Évidemment, ces défaites contre Moicano, contre Max Holloway, il y a une différence de volume qui est exceptionnelle. Donc, son style de jeu nécessite d'être à distance d'échange, d'encaisser, mais de mettre plus de frappe ou de mettre plus d'intensité que son adversaire. Josh Emmett, de l'autre côté, c'est plutôt quelqu'un qui subit le volume de son adversaire, c'est-à-dire que si son adversaire ne met pas un haut volume de jeu, il va se contenter d'un faible volume de jeu aussi. Pourquoi? Parce que lui, il fait qu'exploser. Toutes ses frappes, c'est la même intensité, c'est toujours à 100%. Donc au début, ça peut surprendre, mais je pense qu'à partir du deuxième round, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de ses combats, ses adversaires savent qu'à chaque fois qu'il bouge, il y a une bombe qui arrive et ils préfèrent désengager. Il se met facilement sur l'extérieur lui-même. On sent qu'il vient de Team Alpha Male dans ses déplacements, dans sa façon de se positionner. Et c'est quelqu'un qui, je décrirais un peu comme Gastelum. Il est plus petit que 90% de ses adversaires, ce qui fait qu'il aime bien se positionner à une distance où aucun des deux peuvent se toucher. Ce qui lui permet de soit attendre que son adversaire fasse un pas, et son petit défaut, c'est qu'il ne fait jamais de contre synchronisé. Il attend toujours la frappe de son adversaire, il la bloque et puis il répond derrière. Ça pourrait poser problème parce que c'est calculable. Et il a des bombes blitz. Donc, il est capable de couvrir une distance très rapidement pour envoyer ses bombes. Donc, c'est vraiment comparable à ce niveau-là à Gastelum dans l'approche. Et on l'a vu, hein, il a une puissance. Si ça touche au bon endroit, il déconnecte. C'est une déconnexion immédiate. On a rarement vu ça en featherweight. Donc, j'aime bien ce combat parce qu'il y a beaucoup de… Ça devrait être complémentaire. C'est-à-dire que Kattar doit mettre du volume et de l'intensité dans le combat pour rentrer dans sa zone de confort. Mais il y a un gros risque à ça, c'est de se mettre à distance où Josh Emmett peut lui envoyer une frappe qui touche et qui l'éteigne. Donc, après, on a vu qu'il a un bon menton. Donc, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et c'est ça qui est vraiment agréable en MMA. On adore les combats où on se pose des questions avant qu'il ait lieu. Et est-ce qu'on peut les voir faire quelque chose de différent par rapport à ce qu'ils apportent d'habitude? Parce que soit Calvin Kattar comme Josh Emmett, justement, le fait de utiliser leur lutte face à des adversaires qui étaient de dangereux strikers, ça a pu leur porter un petit peu préjudice par le passé. Est-ce que là, toi, tu dis qu'à ce moment-là de leur carrière, ils peuvent tenter quelque chose de nouveau face à et des deux, parce que des deux côtés, il y a quand même beaucoup de risques là. Oui, alors moi, le gros point que j'ai relevé, c'est pas par rapport à la lutte, parce que quand tu regardes la lutte défensive de Josh Emmett, elle est ultra réactive et elle est très très bonne, et les scrambles de Qatar sont excellents. Donc sur un 5 rounds, j'ai peur que celui qui initie en lutte trop tôt risque de plus se griller qu'autre chose et de pas vraiment avoir du succès sur soit l'amener au sol, soit le contrôle. En revanche, l'un comme l'autre est ultra sujet au low kick. Qatar a déjà travaillé ses low kicks dans certains combats. Josh Emmett, c'est une zone d'amélioration pour lui. Contre Burgos, il n'arrivait pas à les imposer. Contre Dan Ige, il en envoie 2-3 qui touchent, mais la plupart du temps, c'est jamais à la bonne distance. Et je pense que, étant donné que les deux sont forts sur leur jambe avant, c'est-à-dire que Qatar, il travaille beaucoup, il construit à partir de son jab, ce qui fait que sa jambe avant est toujours disponible. Et Emmett, vu qu'il rush tout le temps et qu'il envoie toutes ses frappes à 100% de puissance, il y a beaucoup de poids sur sa jambe avant. Les jambes avant sont très disponibles. Burgos avait fait un excellent travail de low kick face à Josh Emmett. Moicano avait fait un excellent travail de low kick face à Qatar. Donc, c'est là, à voir s'ils adaptent leur jeu pour pouvoir un peu capitaliser là-dessus. Surtout sur 5 rounds, tu as l'opportunité de vraiment fatiguer et faire un travail de sable sur la jambe. Ils switchent un peu tous les deux.
mais il reste quand même droitier 80% du combat d'un côté comme de l'autre, donc ça peut vraiment être une bonne idée. Et est-ce que tu penses que même s'il est très bon en scramble, Calvin Kattar, ben, on sait, c'est un peu comme Roy Nelson, c'est un peu mythique, tu vois, mais enfin, c'est pas apparemment, il a gagné un championnat du monde de Nogi en ceinture bleue, Josh Emmett, et son ground game, son jiu-jitsu brésilien apparemment est très sous-estimé parce qu'on ne le voit pas souvent. Mais est-ce que tu penses que dans un combat comme celui-là, Josh Emmett pourrait, c'est peut-être le combat où il pourrait justement mettre à profit ça pour mettre en eau profonde Calvin Kattar et l'étouffer et peut-être pourquoi pas le soumettre? Très difficile à dire. Pour l'amener au sol, je pense que c'est possible réactivement, puisque Qatar cherche quand même beaucoup les coups de coude, ce qui fait qu'il va très souvent s'approcher énormément. Les coups de coude, il les envoie à 100%, et on l'a vu quand il ratait ses coups de coude contre Giga Chikadze, il était un peu exposé, surengagé, ce qui expose ses hanches, et ce qui peut vraiment ouvrir de grosses portes à des power double en contre, et ça pourrait permettre de très rapidement contrôler le scramble. Maintenant, autant on n'a pas beaucoup vu Josh Emmett au sol en top control, autant on n'a pas beaucoup vu Calvin Kattar sur son dos. Donc, je ne fermerai pas du tout la porte à une soumission ou du ground and pound par Josh Emmett, mais j'ai quand même l'impression que la probabilité est très, très faible. Alors, elle est existante, hein. Personne ne voyait Yiri soumettre Glover, donc tout est absolument possible. Mais pour moi, c'est probablement pas la configuration de combat dans laquelle on risque de se retrouver, à moins que ce soit vraiment au feeling du moment, dans l'adaptation, en se disant, si Josh Emmett dit, OK, je trouve pas mon timing, j'arrive jamais à le toucher, je vais utiliser ma lutte, mais je pense qu'en game plan A, de part et d'autre, on sera sur du pied-point. Mhm. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, messieurs, là-dessus? Euh, Est-ce qu'il y a un X factor dans tout ça, dans tout ça? Est-ce que dans le sens, est-ce que le fait que ce soit un main event pour les deux, Calvin Kattar, il en a déjà eu, Josh Emmett, je suis pas persuadé qu'il en ait eu beaucoup jusqu'à Non, je présent. jamais, non. Voilà. Est-ce que ça pourrait jouer sur Josh Emmett dans le sens, il a 37 ans, c'est son premier main event, il aurait peut-être envie de se dire, vu où j'en suis, vu comme ma carrière patine, est-ce que c'est pas le moment de vraiment mettre toutes les billes de mon côté et qu'en gros, ça peut être à double tranchant, mais qu'il tente beaucoup plus qu'à l'accoutumée et que certes, ça fasse du spectacle potentiellement, mais qu'il se mette beaucoup plus en danger. Ouais, alors, il y a plusieurs points qui sont intéressants dans cette question. Le premier, je dirais que personne ou très peu de gens voient Josh Emmett gagner la décision. On a plus l'impression dans ces Ouais, dynamiques de combat que s'il y a une décision, ce sera à l'avantage de Qatar pour le volume, surtout en l'agressivité et synchrone. l'efficacité. Ouais. Surtout en 5 rounds. C'est pas, pour moi, le seul moyen que Emmett gagne à la décision, c'est vraiment que sur 3 rounds minimum, il trouve une grosse frappe avec un knockdown, même en se faisant dominer debout. Voilà, s'il y a une grosse frappe et puis du contrôle au sol, par exemple, ben, il pourrait remporter 3 rounds et l'emporter. Mais à la décision, on a plus tendance à se dire Calvin Kattar va l'emporter. Donc, si Josh Emmett a un peu la même analyse, il doit se dire OK, moi, je dois essayer de finaliser. Et plus le combat avance, ben, plus son facteur puissance diminue. Donc, il pourrait vraiment prendre ce risque en se disant OK, moi, j'ai les 10, peut-être 12 premières minutes du combat pour faire la différence avec une grosse frappe puissante. Et le meilleur moyen de toucher Qatar, tu as deux options. Soit tu le mets sous pression et tu cherches la grosse frappe, soit tu es dans l'attente et tu sais qu'il va s'exposer en voulant combiner. Donc, tu attends ses premières combinaisons pour, comme il le fait très souvent, bloquer et réagir derrière avec des switches. Parce que ce qu'on a remarqué contre Dan Ige, c'est qu'après le premier, donc Dan Ige, je pense après 30 secondes, il se prend un knockdown parce qu'il ne s'attend pas à cette vitesse. Mais une fois qu'il a compris la vitesse de Josh Emmett, il esquivait tout ce que Josh Emmett envoyait, sauf au moment où Josh Emmett a commencé à switcher. Il a commencé à envoyer son direct et à faire un genre de Dustin Shift en passant sa jambe droite devant et puis en renvoyant sa main gauche. Et là, ça a commencé à surprendre Danny Gay. Et je pense que contre Qatar, qui est très économe dans ses mouvements, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que Calvin Qatar, il aime bien envoyer sa combinaison et sortir avec un pas deux. Et donc, sur la remise, le premier coup ne touchera pas, mais s'il switch et il renvoie un deuxième, là, ça pourrait vraiment toucher. Donc, je pense que oui, c'est totalement possible que ce facteur X joue dans la dynamique de combat avec un Josh Emmett plus proactif dans la recherche de volume et d'échange dans les premiers rounds. Damn. Ouais, Et ben donc ça risque voilà. d'être spectaculaire, ouais, effectivement. Est-ce qu'on a des pronostics?
tous. Hein. Je commence moi. Ouais. Je vais prendre Qatar dans le 4e round par TKO. Wow! Ok. D'ailleurs, par ailleurs, le combat, la défaite de Josh Emmett face à Jeremy Stephens, pour toi, est-ce que c'est un accident de parcours ou pas du tout? J'irai pas un accident de parcours. Josh Emmett a toujours besoin que son adversaire s'ouvre pour pouvoir trouver son ouverture. Donc, il a besoin de quelqu'un qui est actif contre lui et d'être plus le gars qui contre. C'est pas quelqu'un qui engage très souvent. Il engage, mais il préfère quand l'autre prend le lead. Et ça représente des risques contre des adversaires qui sont bons offensivement en engageant le combat. Et Jeremy Stephens, il n'y a rien à faire. Il est très bon quand il engage. Il se met à risque de contre. Donc, c'était un peu avant le combat. Je pense que moi-même, j'avais dit c'est le genre de combat pile ou face parce qu'ils ont deux profils similaires, Josh Emmett et Jeremy Stephens, dans le sens où 100% de leurs frappes sont à 100% de puissance et ils sont tous les deux capables de trouver leurs ouvertures, que ce soit en initiant ou en contrant. Donc, pour moi, il partait favori dans le combat, mais c'était prévu d'avance que ça pouvait partir dans un sens comme dans l'autre. C'est un peu le premier qui connectait vraiment qui allait gagner. Et voilà, tu refais le combat 10 fois. Je pense que Josh Emmett connecte en premier 6 fois et Jeremy Stephens 4 fois. Et bon, on était sur le scénario des 40% ce soir-là. Oh, wow. Donc, Calvin Kattar par finalisation 4e round. Big Rusty, toi. Putain, ça me fait chier parce qu'en fait, encore une fois, je vois la même chose. Mais cela dit, c'est pas grave parce que je sais plus sur quel combat c'était là récemment où on a vu la même chose et on a eu bon. Mais Benoît Saint-Denis. Oui, effectivement, ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, je vois un peu la même chose dans le sens, j'ai du mal à voir Josh Emmett réussir à complètement éteindre Calvin Kattar et j'ai du mal, si jamais il n'y arrive pas, à voir Emmett, entre guillemets, tenir sous la pression de Kattar pendant 5 rounds. Et donc, c'est vrai qu'en fait, la logique dans nos petits pantins, dans nos têtes là qui combattent, c'est que au 4e, où effectivement, il aura bien eu le temps de prendre son assise et de bien retourner le scénario de combat, c'est vrai que je vois bien un Kattar qui ferait presque du Max Holloway contre Josh Emmett jusqu'à le terminer en TKO, quoi. Ouais. Waouh. Et ben moi, de mon côté, je vois Calvin Kattar par décision unanime et vraie bonne décision unanime parce que je pense pas non plus qu'il va réussir à finaliser monsieur Josh Emmett. N'hésitez pas à mettre vos pronostics à vous dans l'espace commentaire, messieurs, dames. En tout cas, réponse dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport si vous êtes en France, avec le pass combat à 5 balles. Sinon, si vous êtes abonné à RMC Sport, wouhou! Faites du slip, c'est gratos. Et voilà, et puis si vous êtes en Belgique, ça se passe sur Eleven Sports, n'est-ce pas, monsieur? Tout à fait. Eleven Sports ou UFC Fight Pass, les deux fonctionnent très bien en Belgique. Et petite note quand même, l'événement est vraiment bien pour un Fight Night. Du début à la fin, on a des chouettes combats, que ce soit sur la carte préliminaire ou sur la carte principale. Mais parce que s'il y a du public aussi, donc faut vendre aussi les places. Faut vendre. Et clairement, on a le co-main event qu'on devait avoir sur un pay-per-view. Là, on a Joe Lawson contre Donald Cerrone. On a du Kevin Holland contre Tim Means. Donc là, il y a de la violence assurée. En prélims, je vais re-regarder pour être sûr, mais on a Adrian Yanez contre Tom Kelly. On a Ricardo Ramos, on a Eddie Wineland contre Staman. Bon, c'est pas les gros noms de la division, mais ça reste des noms connus. Dolidze contre Dokos, Phil House. Pas mal. Ouais, franchement. Duraev. Ouais, contre Buckley. Buckley qui a réussi le KO de l'année 2020. Donc, il y a Guram aussi contre Damir. Non, c'est une très belle carte. Vraiment une très belle carte. Non, ça fait plaisir que l'UFC fasse des cartes comme ça, où du début à la fin, vous savez qu'il y a des prospects, il y a des vétérans aussi qui sont toujours présents. On aimerait en voir plus souvent, parce que c'est vrai que les Fight Night ces derniers temps, c'était main event, possiblement co-main intéressant, mais c'était un petit peu plus poussif. Et puis, t'entends, quand il y a des Français comme BSD, forcément pour nous, c'était cool. C'est vrai que sinon, c'était un peu plus compliqué. On a fait le tour aussi. Ceux qui croient en destin, j'avais oublié un facteur X. La dernière fois que j'étais en Pologne avec Donovan, le main event, c'était Qatar. Et il a gagné. Gros facteur X. Rien que pour ça, mettez tout. Mettez la baraque sur Calvin Kattar. Ouais, vendez même la maison de vos frères et sœurs. C'est bon, c'est assuré. Sur ces belles analyses, on se retrouve très vite. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moi. Ah oui, on est toujours dans le podcast. Surtout my protein avec le code de la sueur. Pardon. Et puis Onae, c'est pour les savons. Onae.fr, messieurs, à très vite. Bonne chance, mon cher Chris, ce week-end, KSW. Et bonne chance à Donovan.
Allez.